Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Marc Jessie. Alors, quand on souhaite acheter une action en bourse, on fait face à un nombre incalculable d'actions qui existent et on peut se demander comment choisir son action, surtout quand on débute. Dans cette vidéo, je vais vous parler des actions à dividendes, mais ces critères seront également valables pour les actions de manière générale. Et nous allons voir ensemble donc un certain nombre de critères à définir nous permettant de sélectionner les actions à dividendes que nous pourrons garder sur du long terme, voire du très long terme, afin de faire fructifier son patrimoine et d'utiliser le principe des intérêts composés. Un certain nombre d'études montrent qu'une majorité de particuliers perdent de l'argent en bourse en essayant de faire du stock picking. La raison est qu'il est difficile de choisir des actions qui vont nous permettre de gagner en bourse, car de nombreux biais psychologiques et des facteurs externes peuvent influencer notre comportement, tout comme notre tolérance au risque, notre formation, notre capital, etc. Pour bien choisir une action en bourse, il est donc nécessaire d'avoir des critères stables nous permettant de prendre des décisions tout en sachant qu'aucune décision n'est jamais parfaite. Il n'est pas possible de choisir une action avec certitude qu'elle nous fera gagner de l'argent dans le futur, car l'avenir change constamment et il est important de savoir s'adapter. C'est donc pour cela qu'il est important d'avoir en tête qu'investir en bourse présente un risque et qu'il faut donc avoir une quantité d'argent, investir une quantité d'argent que nous sommes prêts à perdre. Et pour se rassurer et essayer de créer une sorte de filtre permettant de sélectionner les bonnes actions, il est alors possible de lister un certain nombre de critères que je vais vous présenter dans un instant. Mais tout de suite, jingle, je vous retrouve dans quelques secondes. Alors, le premier critère pour choisir son action en bourse est l'évolution des bénéfices et le niveau de ces derniers. Quand on choisit une action, il faut d'abord choisir une action qui a des bénéfices en progression, car la bourse valorise les actions qui progressent chaque année. Que l'on aime ou pas ce principe, c'est de cette manière que marchent les marchés financiers. Il est donc important de sélectionner une entreprise dont les résultats nets va progresser d'année en année. En effet, une entreprise qui n'arrive pas à générer de bénéfices d'année en année va être en difficulté face à des concurrents qui arriveront à progresser. Il faut se poser la question de la capacité de ces entreprises à survivre sur le long terme. Une fois que nous avons sélectionné un certain nombre d'entreprises ayant une croissance des marges opérationnelles, marges nettes suffisantes, il est également nécessaire de faire une comparaison entre entreprises d'un même secteur et de sélectionner celles qui ont la meilleure croissance des bénéfices parmi ces entreprises ou qui fait en tout cas parmi des premières. C'est pour cela qu'en critère, moi j'aime bien sélectionner, mais ce n'est pas un critère absolument strict, cela peut varier, des entreprises dont les marges brutes sont d'au moins 30-40% et les marges nettes d'au moins 7 à 10%. Que cette croissance des marges soit présente en faisant bien sûr une comparaison sectorielle. Le deuxième critère est la croissance du chiffre d'affaires. Une entreprise qui arrive à faire croître son chiffre d'affaires d'année en année montre qu'elle est en capacité de faire progresser son entreprise. Il faut bien sûr faire attention entre la période actuelle que nous vivons, où des entreprises présentent des chiffres d'affaires en augmentation, mais qui sont dus en partie à l'inflation et donc à la hausse des prix. Il faut faire attention donc au volume pour analyser le chiffre d'affaires. Une entreprise qui fait face à une augmentation des prix mais à une baisse du volume présente peut-être des risques. Tout va donc dépendre de l'analyse et surtout du résultat de l'analyse. Il est possible qu'une entreprise connaisse des variations de son chiffre d'affaires en fonction de si elle est en croissance ou si c'est une entreprise mature. Mais il est important de voir comment se comportent les marges dans un contexte dégradé. Sont-elles bien maintenues? Diminuent-elles beaucoup? Voilà. Est-ce que les marges sont plus ou moins constantes? Il est intéressant d'analyser en profondeur ceci. Surtout, restez bien à la fin, jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais vous montrer différents sites d'analyse pour pouvoir constater l'évolution de ces critères, vous expliquer comment trouver ces critères et comment pouvoir les comparer entre eux. Le troisième critère est l'évolution du dividende. En effet,
entre investisseurs en actions à dividendes, il est nécessaire, quand on souhaite investir dans une action à dividende, il est nécessaire de s'intéresser à ce dernier. De la même manière que pour le résultat de l'entreprise et le chiffre d'affaires, il est intéressant de regarder si le dividende est en augmentation d'année en année. La manière dont l'entreprise le gère est également importante. En cas de crise, est-ce que celle-ci coupe son dividende, le réduit, le maintient? Quelle est la manière de gérer le dividende par l'équipe dirigeante à travers le passé, hein? On peut prendre des entreprises et on a un très beau cas d'école ces dernières années avec le Covid. Et on peut voir les entreprises qui l'ont maintenu et les entreprises qui sont sorties de cette liste des aristocrates dividendes. Une entreprise qui ne maintient pas ses dividendes en cas de crise, il faut s'intéresser à pourquoi. Est-ce que c'était parce que c'était vraiment nécessaire ou parce que juste elle a voulu faire plaisir à l'État français, ou quelle est la raison derrière? En tout cas, nous, en tant qu'investisseurs dans des actions à dividendes, on est intéressé par des revenus fixes, enfin des revenus constants, et donc on va ne pas trop sélectionner les entreprises qui coupent leurs dividendes. Ça n'a pas d'intérêt d'avoir des trous dans les revenus d'année en année en fonction de telle ou telle crise. De plus, une entreprise qui n'arrive pas à faire évoluer de manière positive son dividende d'année en année n'est pas forcément une entreprise intéressante quand on souhaite investir sur du long terme. L'intérêt de cela, c'est de ne pas avoir des résultats qui évoluent en yo-yo au fil des années. Je veux avoir une idée claire de mes revenus d'année en année, que ceux-ci augmentent par le biais et que ces derniers augmentent par le biais des intérêts composés. Donc voilà, il faut s'intéresser, est-ce que c'est une entreprise qui par le passé a réussi à maintenir ses dividendes au travers de crises ou non? Dans tous les cas, si elle les a maintenus, ça apporte certainement plus de garantie que l'inverse. Attention, car je ne suis pas non plus pour qu'une entreprise maintienne ses dividendes coûte que coûte. Il est nécessaire de penser tout d'abord à la survie de l'entreprise, mais il est clair que certaines entreprises ont la gâchette plus rapide que d'autres quand il s'agit de couper les dividendes. Ces entreprises font partie d'une liste que l'on appelle les aristocrates dividendes ou les dividendes kings. Il y a plusieurs types de dénominations pour cela, en tout cas pour les États-Unis et en France également. Il y a plein d'autres critères qui vont être importants, comme la durée d'augmentation, la croissance d'année en année, etc. Le quatrième critère est le pay-out ratio, c'est-à-dire le pourcentage de bénéfices que l'entreprise choisit de se distribuer en dividendes. Ce critère est également très important car une entreprise du CAC 40 a en moyenne un pay-out ratio de 50%. De manière générale, il est bon de ne pas choisir des entreprises dont ce ratio est supérieur à 60%, sauf pour les entreprises immobilières. Il existe des entreprises qui versent très peu de leurs bénéfices en dividendes, simplement parce qu'elles ont choisi de garder une grande partie ou la totalité de leurs bénéfices pour la croissance, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Cela dépend tout simplement de ses objectifs. Dans l'idée, plus une entreprise a un pay-out ratio faible et réussit à fournir un rendement et une croissance correcte à travers les années, plus cette entreprise est intéressante. Ce ratio est important car une entreprise qui verse trop de bénéfices dans les dividendes n'aura plus rien à la fin du mois pour faire face à l'ensemble des coûts et à une éventuelle crise. Il est donc nécessaire de faire une analyse fine à ce moment-là pour savoir si cela est ponctuel ou non et si les fondamentaux financiers de l'entreprise sont solides, ainsi que son historique à ce niveau-là. Quel est l'historique du pay-out ratio de l'entreprise? Le prochain critère est le rendement annuel. Je ne choisis jamais une entreprise dont le rendement annuel est supérieur à 7 ou 8%. Le rendement, comme vous le savez, se définit par le cours de l'action divisé par le dividende. Une entreprise ayant un cours de 100 euros et un dividende de 2 euros a donc un rendement de 2%. Vous comprenez bien alors que pour augmenter le rendement d'une entreprise, cela peut se traduire par une baisse du cours de l'action, ce qui n'est pas une bonne chose. Vous comprenez bien alors que pour augmenter le rendement d'une entreprise, cela peut se traduire par une baisse du cours de l'action, ce qui n'est donc pas une bonne chose. Les entreprises offrant un rendement élevé semblent intéressantes, mais en réalité sont très souvent les plus risquées.
Donc lorsque l'on souhaite investir sur du long terme, une entreprise ayant un rendement faible n'est pas une mauvaise chose, tout dépend de vos objectifs et de votre horizon de placement, c'est-à-dire quand est-ce que vous voulez pouvoir vivre de vos investissements ou toucher une certaine rente. LVMH par exemple présente un rendement très faible à l'achat, mais c'est en réalité une entreprise très intéressante car la croissance de ses dividendes d'année en année est forte, tout comme son cours boursier. Donc, si vous avez compris le calcul du rendement, vous comprenez alors qu'une entreprise ayant une forte augmentation du dividende est plus intéressante sur le long terme, car c'est le cours à l'achat, votre prix de revient, qui est pris en compte dans le calcul du rendement. Au bout d'un certain nombre d'années, vous aurez un meilleur rendement que les entreprises ayant initialement un rendement plus élevé, car il y a une sorte de croisement des courbes. La moins intéressante du point de vue du rendement initialement sera sur le long terme la plus intéressante pour la simple et bonne raison que son dividende augmente fortement et surtout si cela s'accompagne d'une augmentation des cours. Le prochain critère de cette vidéo est un critère double. Investissez dans des entreprises dont vous comprenez le business et ayant un moat. Si vous ne comprenez pas l'entreprise dans laquelle vous investissez, vous ne serez alors pas en mesure de comprendre si ce qu'il se passe dans l'entreprise est bon ou mauvais et vous risquez de prendre les mauvaises décisions au mauvais moment et donc de faire des erreurs d'investissement. Exemple, si vous ne comprenez rien au cloud, alors n'investissez pas dans ce domaine. Il ne vous sera pas possible d'évaluer si ce qu'il se passe est bon ou mauvais. Ensuite, le moat. Le moat, tel qu'il est défini par Warren Buffett, signifie un avantage compétitif durable, c'est-à-dire un savoir-faire particulier, une barrière à l'entrée, un effet réseau, etc., etc. Ici, vous voyez quelques exemples d'un moat dans certaines entreprises. Chez Hermès, c'est son savoir-faire inégalé. Chez Airbus, c'est les barrières à l'entrée. En effet, si je veux me mettre à produire des avions, c'est pas demain la veille que ça va arriver, car entre l'investissement dans la R&D, dans les usines, dans les machines, c'est une intensité capitalistique extrêmement forte. Chez Apple, ça se traduit par des coûts de substitution, c'est-à-dire qu'il est difficile, une fois qu'on fonctionne dans tout Apple, de fonctionner avec d'autres outils. Chez Microsoft, c'est plutôt l'effet réseau. Donc vous voyez, il y a une force pour chacune des entreprises. Chez Amazon, son économie d'échelle. Chez Google, un positionnement dominant. Et des actifs intangibles pour Coca-Cola, comme la fameuse formule Coca-Cola, même si on peut en rediscuter, mais voilà quelques exemples. Ensuite, je vais vous présenter d'autres critères qui ne sont pas les plus essentiels, mais qui restent très importants également. La croissance d'un BNA annualisé sur 5 ans supérieur à 7%. 5 ans permet de garder un certain historique. Pourquoi? Parce que le BNA est le bénéfice net par action et que plus on a remarqué en bourse que plus ce BNA augmente, plus le cours de bourse va augmenter également. Ce n'est pas un critère à prendre en compte seul, il est à prendre en compte avec un ensemble de critères. Un BNA peut également augmenter avec un rachat d'actions, que je mets ici, car le rachat d'actions va donc constituer à diminuer le nombre d'entreprises en circulation et à faire donc augmenter le bénéfice net par action. Avoir une bonne croissance est toujours quelque chose de positif. Il est donc important de faire encore une fois une analyse entre entreprises afin de sélectionner celles qui ont les meilleurs BNA. Ensuite, un gearing, c'est-à-dire le taux d'endettement inférieur à 30-35%. Une entreprise trop endettée peut avoir des difficultés. Là aujourd'hui, on a une hausse des taux, c'est difficile de réemprunter. On comprend donc alors qu'il ne faut pas avoir un taux d'endettement trop élevé. Certes, ça constitue un effet de levier, mais il ne faut pas être trop endetté non plus. Tout à l'heure, je vous ai parlé par exemple de la gestion des dividendes, mais il n'y a pas que ça à prendre en compte dans le management de l'entreprise. Il faut qu'il soit compétent et intégré. Cela déjà peut se trouver en faisant une analyse de l'histoire de ses dirigeants, qu'ont-ils fait auparavant, est-ce que les entreprises ont eu une bonne performance,
Je vous parle par exemple du groupe Worldline, où quand le dirigeant de Worldline a quitté Atos, et ben Atos a commencé un petit peu à se casser la gueule, tandis que Worldline est monté en flèche. C'est un exemple de management bon. On peut voir aussi la constance. Si on a un manager qui est là depuis 10 ans, que l'entreprise se porte bien, c'est intéressant. S'il y a un changement dans le management, attention, il va peut-être avoir des décisions de gestion différentes. Le ROIC, qui est le Return on Investment Capital, qui est la marge opérationnelle divisée par les besoins en fonds de roulement plus les immobilisations d'entreprise. Certes, c'est très technique. Là encore, ces critères ne sont pas à prendre seuls comme décision d'investissement. Je parle également du ROE. Le ROE, c'est le Return on Equity, c'est le retour sur le capital, tandis que le ROIC, c'est le retour sur l'investissement en capital. C'est légèrement différent, mais il est bien de prendre en compte ces deux critères parce que il est possible de faire gonfler un ROE comptablement. C'est très difficile pour nous pour le savoir. Du moins, il faut faire une bonne analyse, il faut quand même avoir un certain nombre de compétences et de connaissances. Donc, il est intéressant de regarder ces critères, de se fixer voilà, à peu près 15%. C'est ce qui est d'usage, même s'il y a des articles qui remettent en question cela. Mais je pense que la meilleure décision est de regarder ces critères d'investissement, prendre en compte un ROE, un ROIC, et de faire une analyse croisée avec l'ensemble de ces critères. Et là, ça a plus de sens, car un ROE trop élevé avec de faibles marges, de faible croissance, de chiffre d'affaires, de bénéfices, etc. est certainement mauvais signe. La croissance du PER. La croissance du PER, comme vous savez, j'en ai parlé dans une des anciennes vidéos, le PER est le cours d'action divisé par le bénéfice net par action. Un PER va donc être principalement intéressant pour des entreprises matures. On va préférer le PEG pour les entreprises à croissance car il prend en compte justement ce taux de croissance du bénéfice net par action, le taux de croissance un peu de l'entreprise. Il est donc intéressant de regarder déjà de manière historique quelle est l'évolution du PER. Le PER étant le cours d'action divisé par le bénéfice net, si le cours de l'action augmente, le PER va augmenter fortement. Si le PER est au-dessus de 30, il faut faire une analyse plus approfondie. J'ai, à titre personnel, acheté des actions avec un PER supérieur à 30, ça s'avère que ça a été mes actions les plus performantes. Mais c'est très élevé au-dessus de 30. Il faut donc, premièrement, prendre en compte un PER historique. Deuxièmement, prendre en compte l'ensemble de ces critères. Troisièmement, préférer un PER pour le cas d'entreprise mature et un PEG pour le cas d'entreprise plutôt de croissance. Et enfin, ça coule certainement de source et c'est pas nécessairement facile quand on n'est pas investisseur spécialisé, mais un bilan comptable sain. Pour cela, je vous recommande principalement de lire un certain nombre d'articles. C'est certainement voilà, de comparer les différentes sources, c'est certainement ce qui vous apportera le plus d'informations sur le bilan, car quand on n'est pas spécialiste, c'est assez compliqué. Enfin, je dirais que pour vous rassurer, il est toujours intéressant de viser des leaders de leur marché, car ces leaders ont les entreprises ayant les plus grandes parts de marché en valeur et ou en volume. Exemple, si vous investissez sur Apple, Google, LVMH, vous bénéficiez d'un pouvoir quand même de négociation, d'influence, etc. que les autres entreprises n'ont pas. Bien sûr, avant de devenir un leader, une autre entreprise a commencé petit. Et si vous arrivez à détecter ces entreprises-là, c'est très intéressant, mais c'est aussi beaucoup plus risqué. Donc la décision doit se faire en connaissance de cause. Mais pour commencer à être efficace, choisissez les leaders des marchés et vous êtes presque sûr, on n'est jamais sûr, bien évidemment, de réussir en bourse, d'avoir des performances quand même convenables. Mais bien sûr, l'avenir en bourse n'est jamais écrit. Alors tout de suite, nous passons sur un certain nombre de sites boursiers pour vous apporter des informations pour analyser ces critères. Le premier, c'est Zone Bourse. J'en ai déjà parlé souvent de ces vidéos. Il y a une chaîne d'ailleurs, chaîne YouTube de Zone Bourse qui est très intéressante. Et puis là, vous voyez sur l'onglet Finances, vous avez quand même beaucoup d'informations avec les capitalisations des entreprises, les PER et leur évolution, les rendements et leur évolution dans le temps. Là, on est à 2019, il y a également des prévisions qui sont faites, prévisions qui sont à prendre avec le dos de la cuillère. Vous pouvez voir le nombre de titres, ce qui vous permet donc de savoir s'il y a des rachats d'actions. Ici, on peut remarquer qu'il y a quand même
beaucoup de rachats d'actions qui sont en place. Il s'agit de l'entreprise ASML dans le domaine des semi-conducteurs. On voit également ici l'évolution et les marges. Alors là, moi j'adore, parce qu'on voit le montant, enfin le pourcentage de marge. Donc là, on voit qu'on est quand même sur une marge d'exploitation de 35%, une marge nette de 31%. C'est incroyable, c'est considérable. Et une forte augmentation des marges. On voit que c'est difficile. Bah oui, la reprise du Covid, une grosse tension sur les semi-conducteurs. On voit également le chiffre d'affaires, l'EBITDA, la marge d'exploitation, etc., etc. On voit le bénéfice net par action, les dividendes et leur évolution. Et si on a une vue du point de vue résultat de manière trimestrielle, et ici on a la retranscription sur un tableau. Ici on a la situation au niveau des dettes de l'entreprise. Alors là, l'entreprise n'a pas de dette. Donc bon, tout va bien, j'ai envie de dire pour elle. On voit donc l'évolution de la trésorerie, des dettes s'il y en a, du free cash flow, c'est très important, du fameux ratio ROE, résultat net sur capitaux propres, donc le return on equity, le retour sur le capital investi, le ROA, c'est-à-dire comment l'entreprise arrive à faire, j'ai envie de dire, fructifier ses actifs. Voilà. Est-ce qu'elle est performante ou non? Et puis un certain nombre de capitaux, d'autres critères comme les critères d'investissement. Donc Zone Bourse, c'est très intéressant comme site. On a également des informations sur la société, avec son domaine d'activité, sa répartition géographique, ses dirigeants, voilà, les actionnaires. Il y a beaucoup d'informations déjà sur ce site. Et la synthèse avec ici, par exemple, on peut voir voilà, l'évolution du cours boursier, l'évolution du compte de résultat, enfin un certain nombre d'informations. Autre site que je vous conseille, c'est Seeking Alpha. Seeking Alpha, donc bien sûr il y a une version gratuite, une version payante, mais apporte déjà énormément d'informations. Alors c'est en anglais, mais ici vous pouvez voir des informations d'analystes. Vous pouvez voir sur le plan financier les résultats de l'entreprise depuis 2017. Et on voit là, ce qui est bien, c'est qu'on a quelque chose de plus détaillé avec le coût des ventes, les marges brutes, les dépenses en R&D, les intérêts des dépenses, les investissements, les intérêts, les investissements nets, les impôts, le résultat net, le bénéfice net par action, le Basic EPS, donc Earning per share, bénéfice par action. Voilà, vous avez quand même énormément d'informations sur ce site. Il y a également une version sur le bilan de l'entreprise. Il y en a qui sont spécialistes pour faire l'analyse du bilan et du cash flow de l'entreprise. Donc ça aussi avec un détail. Vraiment, c'est une source très importante. Mais il n'y a pas que ça. Vous avez également donc vous avez des résumés, des prévisions sur les gains de l'entreprise. Vous avez un certain nombre d'informations sur le dividende, le dernier dividende annoncé, le rendement, le payout ratio. Et ça, j'adore. À 5 ans, le taux de croissance du dividende qui est de 41%, autant vous dire que c'est considérable. Ici, si on va sur Dividend Growth, vous avez donc à 5 ans, à 3 ans, et donc c'est ça. Ça, encore une fois, c'est très très important. Vous avez l'onglet Growth ou croissance, pardon. Donc croissance avec la croissance de l'EBITDA, la croissance de l'EBIT, la croissance des EPS. Voilà, ça peut être un peu technique, mais ça vaut le coup de s'y intéresser. Et ici, vous avez la profitabilité donc de l'entreprise avec un certain nombre de ratios au niveau des marges d'EBITDA, des marges nettes, du free cash flow. Donc voilà, vous avez beaucoup d'informations. Je vous conseille également le Verniman. Alors le Verniman, c'est une source très qualitative et riche. Vous n'avez pas nécessairement d'informations sur les entreprises, mais en revanche, vous avez beaucoup d'informations sur la bourse si vous voulez apprendre. Vous avez la lettre du Verniman et vous avez un lexique, vous pouvez vous entraîner avec des quiz, avec des informations. Enfin, vraiment, pour apprendre la bourse, c'est une très bonne source d'informations.
Là, si je me mets sur le quiz, voilà, si vous voulez un quiz dans, par exemple, investisseur, logique des marchés financiers, voilà, une augmentation des coûts fixes conduit. Alors, vous avez des choses techniques comme le coefficient bêta. Là, je vais cliquer sur n'importe quoi, c'est pas l'important, mais vous avez donc l'explication derrière. Vous avez la prochaine question. Spéculer en achetant des obligations, spéculez-vous en achetant des obligations sans risque. Voilà, ça vous pose beaucoup de questions. Vous avez des petits jeux comme ça qui sont super pour pratiquer en bourse, pour apprendre avec un lexique, par exemple. Voilà, qu'est-ce que l'excédent brut d'exploitation, avec la traduction en anglais. Donc le Learnment, c'est vraiment un site super important. Vous avez ce site-là au niveau des dividendes. Voilà, si vous prenez l'entreprise STM Microelectronics, la date de paiement, la date de détachement, le dividende ordinaire, pour quel exercice. Voilà. Vous pouvez retrouver les dividendes là-dessus. Vous avez beaucoup de sites comme ça. Moi, j'utilise principalement ces sites-là, mais il y en a plein d'autres. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est déjà la fin de cette vidéo. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez aimé? Non. Voilà, faites-moi un retour en commentaire sur mes vidéos. Est-ce que vous voulez que j'en fasse plus, moins? Est-ce que vous voulez que je change de format, etc. Mettez un pouce bleu et partagez par contre si ça vous a plu, c'est important pour le référencement de la chaîne. Moi en tout cas, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à aller voir les réseaux sociaux de la chaîne qui sont en création tout doucement. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut et à bientôt. Merci. Ciao.